You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Place au témoignage. Aujourd'hui, nous parlerons de fétichisme et d'engagement, tout ça en relation avec les VIH. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25 ou bien vous pouvez passer par notre site internet comitédesfamilles.net ou bien notre compte X VIH Radio ou notre page Facebook Comité des familles. Mais surtout, n'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify et Audioblog. Et bonjour à nos invités. Bonjour Bélé, je suis très contente de t'avoir à l'antenne et que tu aies accepté de témoigner aujourd'hui à l'antenne de Vivre avec les VIH. Bienvenue. Bonjour, merci à Moussa d'avoir m'accueilli. Avec plaisir. Et merci à Vincent Martin qui est coordinateur du pôle prévention au sein de l'association Comité des familles, l'association qui produit cette émission. Mais aujourd'hui, Vincent, tu es ici sous une autre veste. Oui, bonjour Christina. Bonjour. Merci pour ton invitation. Effectivement, parce que je suis aussi psychosexologue encore en études et comme Bailey investi dans la communauté, donc après qu'on redéfinira peut-être, mais communauté qu'on va dire kinky pour parler de pratiques sexuelles alternatives, fétichistes, etc. Et donc investi dans cette communauté, notamment à travers différents projets. Je suis notamment le créateur du podcast Be My Fetish qui s'intéresse donc aux pratiques sexuelles alternatives comme le fétichisme, le BDSM, à travers des interviews de personnes pratiquantes ou de professionnels de santé ou de professionnels qui travaillent sur des documentaires autour de ce sujet. Et on a travaillé avec Bailey sur d'autres projets en lien avec ces différents éléments. Aujourd'hui, vraiment, c'est une émission très riche. On parle de fétichisme. Je pense que c'est la première fois sur Vivre avec les VIH. On parle d'engagement, de témoignages. Il y a vraiment beaucoup de sujets. On essaie de porter avec nous nos auditeurs. Bélé, je te demande déjà, qui tu es, en fait? Bonjour, ouf ouf. Parce que voilà, Ouais. Mon nom de civil, c'est Chaim. Je suis un Britannique de 30 ans qui est installé à Paris il y a 7 ans presque. Chaim a une background dans les relations internationales. Et un universitaire, un activiste. J'ai grandi au Royaume-Uni et j'avais une mère. J'ai deux mères en fait. Donc j'ai grandi dans la une chance. Oui. Ouais. Mais c'est pas la chance. Le fait de mère, c'est très très coûteux. Mais en tout cas, ouais, j'ai grandi dans une foyer activiste, féministe, lesbienne, entre guillemets islamo-gauchiste pour certains en France, je peux dire. Mais donc j'avais toujours des activistes autour de moi et les questions de sexualité et bien sûr de VIH. Juste avant, je suis né en 1993. Le meilleur ami, un des meilleurs amis de ma mère, elle est morte de sida. Donc pour moi, c'était toujours quelque chose parce que ma mère était lesbienne, j'étais dans la communauté LGBT depuis la naissance. Et c'était toujours une question qui m'entourait. Et voilà, et donc je suis ici également avec un autre visage, un autre hood, celui de Bailey. Donc ça, c'est mon nom de papy. On explique à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est un papy? Alors, un papy, ça veut dire chiot en anglais. Je fais partie d'une communauté fétichiste mondiale. Il y a beaucoup de gens comme moi. Et donc,
qui je suis. Une puppy, c'est quelqu'un qui pratique le puppy play. C'est un fétichisme, il y a un fétiche le puppy. On dirait que c'est un jeu de rôle qui utilise des accessoires ou d'options de le comportement d'un chien pour se libérer, pour s'amuser, pour trouver une autre identité. C'est léger, c'est fun et très accueillant comme fétichisme. Donc je suis Bailey depuis 3 ans, beaucoup plus longtemps dans ma tête. Et je trouve que Bailey, c'est un activiste aussi. Et donc, moi, l'année dernière, même un petit peu plus, j'ai été élu Mr. Puppy France. Donc, ça veut dire que je suis le représentant officiel de la communauté de bouffe française. Ça veut dire que moi, je représente la France en échelle européenne, mais également internationale. Et pour moi, être Mr. Puppy France, c'est plutôt un rôle de sensibilisation sur plein de choses. Le VIH, c'est une des choses que je parle en tant que séropositif, mais il y a d'autres revendications politiques et déclarations politiques que j'ai faites sur le fascisme, sur d'autres choses. Et je trouve que j'ai une responsabilité, un devoir de éduquer le monde, mais également changer des attitudes dans la communauté fétichiste qui est également une communauté très diverse, avec beaucoup de gens de chaque domaine dans la vie. Et donc cette diversité, pour moi, c'est une force, mais seulement si on peut trouver une façon de saisir cette force. Oui. Et pour moi, ça, c'est le but de mon activisme. Oui, on va essayer de développer toutes les choses dont tu commences à nous parler. Du coup, les VIH dans ta vie, il était depuis que tu es petit, parce que l'ami de ta mère est décédé du sida. Non. C'est pas ça que tu as dit? Non, j'espère pas. Le Je- meilleur ami de ma mère, il est décédé juste avant que je suis né. Oui, Ouais. oui, bah, c'est ça que je veux dire en Ah, fait. ok. Ça fait partie de ta vie dans le sens que tu connais, tu en as entendu parler, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et quand ça arrive dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un peu bizarre parce que moi, j'ai reçu mon diagnostic à Londres en 2015. Et avant ça, évidemment, j'ai connaissé de la prévention de la santé sexuelle. Et j'étais très prudent parce que ma mère, elle travaillait dans la prévention un petit peu ici, là. Et donc, j'étais toujours la personne pour parler de la préservative et tout ça. Mais en 2015, nous n'avions pas de PrEP, pas encore à Londres. Ou certaines personnes avaient, mais c'était pas quelque chose de facile à access. Donc en vrai, j'avais pas beaucoup de connaissances sur le VIH, les questions de sida. Je savais que c'était évidemment pas la même chose que les années 80 et que maintenant on a des médicaments, mais j'ai pas vraiment renseigné parce que ça me concernait pas. Donc le 7 juin 2015, j'ai été diagnostiqué positif au VIH et j'ai changé ma vie. Pour les premières quelques semaines avant que je connaissais mon CD4, j'avais peur et je me sentais, je sais pas, j'étais choqué. Mais après, je pense que ça a changé ma vie dans une façon spectaculaire parce que j'étais dans la 2e année de mon licence dans les relations internationales. 1 an après, je finis le meilleur de ma promotion, le meilleur de mon fac, et j'ai publié ma recherche. Et je pense que le diagnostic avec le VIH me donnait... J'ai utilisé ça pour me prouver que... Je sais pas, que je peux faire... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai utilisé, j'ai vaccinisé et j'ai encaissé le fait d'être séropositive très facilement. Et parce que j'avais ma mère, elle connaissait que c'était pas la même chose. Et en fait... J'ai une mère lesbienne, donc c'était pas... juste imagine si j'étais quelqu'un qui était peut-être dans le placard, entre guillemets. J'ai pas encore fait mon coming out en tant qu'homme gay. J'avais pas ça à franchir. Donc quand j'ai parlé avec ma mère, elle m'a dit, tu vas bien, genre, il n'y avait aucun problème. Et je vis depuis avec le VIH et je suis indétectable. Et ma vie... Je pense que la chose que le VIH m'a appris, qu'est-ce que c'est être privilégié, qu'est-ce que c'est être accepté, aimé, qu'est-ce que c'est la solidarité, qu'est-ce que c'est notre histoire. Il y a tellement de choses que je me suis dit,
j'ai la chance. J'ai la chance d'être en vie, d'être en bonne santé. Si on voit dans le monde les choses atroces qui arrivent, maintenant je me suis dit, je suis en France, je suis dans une bonne position mentalement, socialement, économiquement, politiquement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça, plus le VIH. Donc moi, je trouve que le privilège, ça m'a appris ça. Ça m'a appris d'être plein de gratitude pour la vie et pour l'accès aux santé que j'ai. Et également pour utiliser mon force, mon intellect et mon créativité pour émanciper les autres. Parce que personne n'est libre jusqu'à tout le monde sont libérés. Tu disais que tu es représentant des papis en France. Ouais. Et dans ce monde-là, dans ce réseau, dans ce milieu, après on pourra dire qu'il est différent et varié, est-ce que le VIH, ça a posé un problème? En fait, ça n'a pas posé un problème en soi, mais je sais que avant, j'ai commencé un projet qui s'appelle Positive Influence, où j'ai parlé de le VIH. Et j'ai commencé ce projet parce que j'ai vu qu'il y avait un peu d'ignorance entre certaines papilles sur le VIH, sur les questions de santé sexuelle. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de ressources accessibles, ou peut-être ciblées aux communautés fétichistes, qui avaient des faits et également les chemins vers les organisations de prévention. Donc, je l'ai créé. Je trouve en général, dans la communauté papille, la sérophobie est presque non existante. Parce que la majorité des gens qui font partie de la communauté papille, principalement, sont des hommes gays. Bon, c'est les hommes cisgenres gays. Et donc, cette communauté, cette démographique, ils ont déjà une bonne connaissance de la PrEP, de la TASP, de tous ces genres de choses. Donc, personnellement, je n'ai pas vraiment reçu des stigmatisations extrêmes. Quand j'ai reçu les stigmatisations ici et là, j'ai utilisé ça pour commencer une conversation autour du VIH, autour de qu'est-ce que c'est être clean et leader de la moralité. Les moralités, elles n'ont rien à voir avec mon statut sérologique. Et donc, c'est poser les questions et pour vraiment savoir où vient cette ignorance, cette peur du VIH et comment on peut débarrasser de ça. Et Vincent, tu as rencontré Bailey dans quel moment et comment tu en as fait un podcast? Oui, effectivement. On a fait un épisode, donc je crois que c'était en 2021 en fait, donc dans le cadre du podcast Be My Fetish, pour que Bailey justement nous parle de Puppy Play, de qu'est-ce que c'était, etc., qu'est-ce que ça représentait pour lui. Et on a aussi parlé effectivement de sa vie avec le VIH et de son implication politique aussi dans la communauté en général. Et c'est suite à cet enregistrement d'ailleurs qu'on a développé une idée sur un projet justement où on trouvait que la question de la place de la politique en fait dans le milieu fétichiste, dans le milieu où on va dire kinky. Donc kinky, ça va représenter toutes les pratiques dites entre guillemets alternatives. On trouvait que cette question était pas forcément présente, alors qu'on trouvait qu'il y avait vraiment un lien en fait, dans le sens où le fétichisme, ça prône en fait une liberté sexuelle, et donc on trouvait qu'il y avait un lien en fait, ou plutôt une vraie opposition entre cette façon de vivre, ces pratiques ou ces identités, peu importe comment les personnes se définissent, et le fascisme. Et donc en y réfléchissant et en parlant, on a eu l'idée en fait de créer à l'époque c'était un compte Instagram qui s'appelait United Fetishist Against Fascism, qui a par la suite malheureusement été suspendu par Instagram. Merci Instagram pour le censeur, merci beaucoup. Comme beaucoup de comptes en fait qui parlent de sexualité, de politique et parfois les deux, il y a beaucoup de censure, mais voilà, c'était un projet. Les mal aimés. C'est ça. Mais c'était un projet justement pour réunir ces deux éléments qui sont importants et où en fait il y a des liens pour justement en fait pouvoir sensibiliser les personnes à certaines questions. Voilà, c'est notamment un projet sur lequel on a travaillé. Ouais. Mais essayons de dire les choses le plus simplement possible, dans le sens que si moi je pense au fétichisme, si je pense à
à certains comment dire, tissus, à une apparence, ça peut avoir des liens presque avec le fascisme, plutôt qu'une opposition. C'est intéressant parce que j'ai écrit un article sur le sujet dans un média qui s'appelle Recon. L'article est disponible en 5 langues d'ailleurs, qui parle de... il y a 3 liens entre le fétiche et le fascisme. Le premier, c'est évidemment esthétique. Donc, on voit dans beaucoup de tenues fétichistes qu'il y a beaucoup de cuir, il y a de manteaux, il y a de capes, il y a également l'uniforme. Et donc, c'est cette idée d'être étiré par l'autorité, peut-être une autorité qui nous fait peur, ou nous menace, ou qui avait nous massacrer dans nos masses. Je pense que c'est compréhensible d'une certaine façon parce que I speak in English. C'est compréhensible parce que il y a une attirance un peu de l'idée d'être attiré le harceleur, la masculinité, le pouvoir, la domination. La domination, et c'est l'idée de l'autorité, donc c'est pas étonnant qu'il y a mais il y a un fort lien entre les skinheads également, qui sont très présents dans le mouvement néo-fasciste, néo-droite en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est esthétique, donc ça, c'est le plus évident. C'est quelque chose que, normalement, quand je parle de le fétichisme et le fascisme, je parle de ça en premier, parce que ça, c'est un lien direct. Et dans le milieu fétichiste, il y a pas mal de scandales où il y a des gens qui ils mettent de tenues nazi. Et c'était vraiment une controverse. Et moi, j'ai parlé dessus parce que j'ai déjà publié de l'article, mais je trouve que c'est toujours un problème d'avoir cette connexion. Le deuxième, c'est idéologique. Donc, c'est l'idée que dans la communauté fétichiste, parfois, il y a une hiérarchie de pouvoir, une hiérarchie des étiquettes auto-attribuées comme dom, master, sub, slave, etc., etc. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment l'idéologie une hiérarchie de pouvoir, les dynamiques de pouvoir, mais également les pratiques. Donc, ça joint le troisième chose. L'idée dans certaines situations BDSM, il y a les éléments de dégradation, humiliation, servitude, esclavage. Évidemment, avec le consentement, c'était vraiment important de dire que les liens, le fascisme et le fétiche, ont des choses primordiales dans le fétiche, c'est le consentement. Donc évidemment, les choses que je viens de mentionner, ils sont faits entre 2 adultes consentants, dans un contexte sexuel ou pour la gratification, mais c'est pas pour dire qu'il y a un lien. Donc ça veut dire que les gens qui pratiquent les fétiches sont des fascistes et les fascistes aiment le fétiche. Ça, c'est pas du tout le lien que j'aimerais faire. Mais je trouve que si on accepte ces genres de comportements dans un certain contexte, on a une responsabilité de voir la connexion peut-être un peu problématique entre la façon que les victimes de fascisme étaient traitées physiquement, mentalement, psychologiquement. Donc, tout ça réunit, on voit qu'il y a un lien esthétique, pratique et idéologique. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant que quand je parle de la politique, parce que je suis quelqu'un intimately political, genre, il y a des gens qui me disent « Oh, mais ça ne m'intéresse pas. Mais attends, tu étais il y a 2 semaines à l'élection Mr. Rubber et tu as voté dans cette élection. Mais pourquoi tu ne votes pas dans ton élection quand il y a quelqu'un qui va évidemment être très dur ou très restrictif sur les droits de la LGBT que nous concerne, mais également l'idée de... En fait, si vous pouvez aller voter dans une élection fétichiste, il faut s'intéresser à la politique parce qu'on a besoin des alliés, on a besoin de gens qui vont réagir et former cette force. Donc, Vincent et moi, on a fait cette groupe pour sensibiliser les gens juste avant l'élection présidentielle française de 2022, où il y avait beaucoup de discussions de le fait que Marine Le Pen peut-être va le passer. Oui. Et on a essayé de sensibiliser les gens de qu'est-ce que c'était le fascisme, qu'est-ce que c'est pas en fait, parce qu'il y a beaucoup de confusion et le mot facho ou fasciste il est utilisé dans les contextes pas appropriés et après c'est un peu flou. Donc on a vraiment fait un peu de
une démarche académique derrière. Et après, on a dit pourquoi les valeurs de la communauté fétichiste, diversité, tolérance, acceptation, c'est complètement opposé à celui de Marine Le Pen au Zemmour. Et en fait, il faut dire les choses en face. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait Bailey et moi, on a travaillé aussi avec d'autres personnes. On était un petit groupe de 4 personnes. Et effectivement, l'idée, c'était de prendre les programmes des personnes qui se présentaient, en fait, sur la fin de l'élection. Et du coup, par rapport à notamment 10 critères qui ressortent pour définir le fascisme, 10 signes en général qui définissent le fascisme, c'était de voir si ces critères étaient présents dans les programmes des candidates et des candidats, en fait. Et donc, voilà, pour les différents candidats et candidats, on avait un peu épluché les programmes pour dire, voilà, dans ce programme-là, il y a tel élément qui ressort, etc. etc. L'idée, voilà, c'était simplement, effectivement, comme le disait Bailey, d'être dans une démarche informative sur ce que c'est que le fascisme, et sur, voilà, quels sont les éléments qui sont rapprochent en fait dans les programmes politiques. Et effectivement, comme le disait Bailey, en fait, dans le fétichisme, on retrouve dans le fétichisme, dans la communauté kinky, etc., quand même des valeurs qui sont plutôt des valeurs humanistes, de partage, de solidarité, etc., et qui du coup ne se retrouvent pas dans des positions politiques fascistes, en fait. Pour curiosité, à l'époque, vous avez trouvé ces éléments fascistes dans presque tous les candidats. Il y avait quelqu'un qui s'est sauvé, qui n'avait pas des éléments... Je pense qu'il y avait certains trucs qu'on a dit qui étaient peut-être avec des tendances fascistes. Nous étions très nuancés et délicats avec le langage qu'on employait parce qu'on ne voulait pas être une extension de la France insoumise, en fait. On ne voulait pas prendre position politiquement, mais juste dire peut-être certaines de ces politiques ou policies sont libicides. Oui. On peut être endommagé ou dégrader les droits de certaines minorités, certaines personnes, mais également, ce n'était pas tout en négatif. On a vu certaines propositions qui... c'était bien peut-être pour l'accès aux santé mentale, par exemple, et on a dit que ça, c'était bien. Donc, ce n'était pas juste négatif, mais on a essayé de démystifier, décodifier les positions politiques qu'ils ont mis dans le manifesto. On n'a que utilisé les manifestos, on n'a pas cherché plus loin dans les interviews ou dans les polémiques. Juste le truc, c'était le truc officiel de parti en question. Et je trouvais que c'était important d'être aussi objectif qu'on pouvait, parce que tout le monde, ils ont le droit d'avoir une conscience politique, et même être quelqu'un qui veut pour les droits, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais si ça menace les intérêts de la communauté LGBT, moi j'aimerais bien parler de ça. C'est pas forcément pour dire il faut pas voter pour cette partie, mais si vous voulez voter pour cette partie, il faut avoir la connaissance de ton vote, peut-être va attribuer ou contribuer à la dégradation des droits des gens immigrants, ces repos. Et je trouve que la solidarité, c'est une valeur centrale de notre communauté, et on ne peut pas perdre ça. Il faut bâtir pour tout le monde, se battre, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut redéfinir, parce que plusieurs fois vous avez dit, utiliser le mot communauté. Communauté, aujourd'hui on parle aussi des fétichismes, c'est quelle communauté? Comment on peut la définir? Est-ce qu'elle a des contours assez nets ou pas vraiment? Moi, je pense que c'est plutôt sur l'auto-identification de où on trouve. Donc, par exemple, moi, je me suis dit que moi, je suis un homme queer, avec des tendances homosexuelles, mais moi, je suis quelqu'un qui est juste sexuel tout court. Je suis juste un humain. Donc, je trouve que c'est l'idée d'avoir une connexion avec une communauté. C'est plutôt, on peut dire, la communauté fétichiste. Il n'y a pas vraiment une définition. Moi, avant que j'étais Bailey, j'étais toujours Bailey, mais avant que j'ai devenu Bailey, entre guillemets, j'étais pas partie de cette communauté. Et quand tu fais partie d'une communauté,
you just know, c'est juste comme ça. Moi, quand je suis dans un milieu drag queen à Paris avec plein de monde queer, je connais, ils sont des activistes, des artistes, juste les gens que je vois en soirée, à chaque fois, on se parle de politique. La communauté, c'est un espace amical. C'est un espace parfois virtuel, parfois c'est sur les réseaux. Il y a une grosse communauté de papis partout dans le monde et je connais ces personnes à travers le réseau. Et après, je rends visite aux États-Unis, je vois mes amis. Et c'est une connexion pas éphémère, permanente. Je trouve que chaque communauté, ils ont une définition différente. Et je trouve que ça donne une flexibilité, une ambiguïté qui laisse qu'une communauté peut être cohérente. Il peut y avoir beaucoup de gens dans une communauté qui, peut-être, ils sont là à chaque événement ou chaque rencontre fétichiste. Ou peut-être ils ne sont pas. Peut-être ils font ça à la maison. Mais ils font toujours partie de la communauté. Ce n'est pas forcément une communauté publique ou non publique. C'est une communauté qui vit dans nos âmes, dans nos corps, dans nos têtes, mais également dans nos engagements et les projets qu'on veut soutenir, je ne sais pas. Et Vincent, pour toi, pour ta formation, est-ce que c'est la même chose? Je pense qu'après, chaque personne va avoir sa définition et les éléments qui rattachent au fait de définir la communauté fétichiste. Comme tout à l'heure, je parlais par exemple du fait que, selon moi, par exemple, le fétichisme, c'était pas... je parlais d'une opposition avec le fascisme en termes de valeurs. Voilà, ce sont des définitions personnelles par rapport à des éléments qui moi me touche, comme la solidarité, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez personnel. Il y a des personnes, après, je pense qu'il y a différentes positions. On peut dire, voilà, comment est-ce qu'on définit la communauté? Est-ce que faire partie d'une communauté, c'est avoir telle ou telle pratique, ou est-ce que c'est se dire, je fais partie de cette communauté? C'est quels sont les critères qu'on prend en compte pour la définir? Donc je ne pense pas pour l'instant en tout cas avoir de réponse absolue pour ça. Mais après voilà, ça va dépendre effectivement. On peut se dire la communauté fétichiste, ça englobe toutes les personnes qui vont avoir des pratiques fétichistes, etc., etc. Et il peut y avoir aussi une autre version où ça va être les personnes qui s'identifient vraiment comme telles et qui se revendiquent comme appartenant à la communauté, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir ces pratiques, mais pour des raisons qui leur appartiennent, ne vont pas vouloir se revendiquer de la communauté fétichiste, par exemple. C'est vraiment intéressant que tu parles de l'idée de revendication et de revendique le fait d'être fétichiste. Je trouve que une des choses principales d'être partie d'une communauté, c'est pour avoir la fierté d'être identifié à partie de cette communauté, et l'idée d'appartenance, une appartenance à une asso, une communauté, un groupe d'amis, un certain style de vie. Et je trouve que pour être partie d'une communauté, même si c'est pas montré publiquement ou montré d'une une façon privée, je trouve qu'il y a une certaine fierté. On débarrasse le jugement des autres. On a trouvé une façon de le faire, c'est incroyable. Et on vit nos vies kinky, soit dans le genre, soit dans le sombre. Mais on sait plus qui nous sommes maintenant. Chaque fétichiste va savoir exactement qu'est-ce que je veux dire. Quand tu commences ton trajet, ton journey émotionnel, mental, social, tu trouves qui tu es. Moi, je me suis trouvé en tant que Bailey. Ce n'est pas quelque chose que j'ai attendu. Mais je suis le plus à l'aise avec moi-même et avec d'autres personnes que jamais. Et tout le monde m'accepte. Et je trouve que moi, j'ai la chance d'être partie de cette communauté. Et c'est l'idée d'avoir la chance et la fierté. C'est être partie d'une communauté pour moi. Je sais pas. Je pense aussi qu'il y a d'autres éléments. C'est que il y a tout un tas d'institutions ou d'organisations, d'associations en fait, qui déjà bien avant même les années 80 étaient
porter aussi cette identité de nous sommes fétichistes, nous sommes telle ou telle, nous avons telle ou telle pratique. Dans les années 80, il y avait notamment la communauté laser, donc la communauté des personnes qui étaient fétichistes du cuir, qui ont notamment activement participé dans la lutte contre qui a été très impactée, mais qui a aussi participé à la lutte contre le VIH. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il y a aussi le besoin parfois de certaines personnes de la communauté fétichiste de se regrouper, de se sentir représentés, qui conduit du coup à la création d'organisations, donc notamment d'associations qui sont présentes aujourd'hui dans quasiment pas tous les pays, mais dans beaucoup de pays, et avec vraiment une structuration des valeurs, des objectifs. Également une célébration de le fait qu'on est différent et on est fier d'être différent, et on va trouver une pouvoir dans ça. Si on n'est pas célébré dans le mainstream society, on va faire notre concours alors. Et on va élu quelqu'un qui va nous représenter. Et en fait, c'est une célébration et une recognition de notre valeur dans cette société. Parfois, les gens ne trouvent pas ça toute les vies. Parfois, tu peux le trouver dans 3 ans. C'est bizarre. Donc je pense que c'est ça aussi un élément, c'est qu'il y a, en tout cas pour certaines personnes, cette volonté de se regrouper, et encore une fois, pour certaines personnes, ce besoin de s'identifier comme faisant partie d'une communauté. Comme en sociologie, il y a souvent ça, il y a ce besoin de savoir à quel groupe on appartient, d'appartenir à un groupe. Et voilà, je pense que la communauté fétichiste, pour certaines personnes, est un de ces groupes. Pour moi, la dernière chose que je dirais, c'est que quand les gens me demandent, par exemple, qu'est-ce que c'est une meute? Une meute, c'est ça? Une meute, oui. Une meute. Et pour beaucoup de gens, c'est différent. Il y a beaucoup de structures. Moi, je vois que c'est une réseau d'amis, une réseau de soutien, peut-être une relation amicale, amoureuse, pour les amoureux, ou juste une relation platonique. Et ça, c'est également la communauté. On a tous ces éléments. Oui. On a un élément d'amitié, de relation, de partage, mais également une famille choisie. Une famille, peut-être certaines personnes qui fait partie de la communauté fétichiste n'étaient pas acceptées à la maison ou dans les enfances ou adolescences. Et maintenant, ils ont une famille choisie qui les aime, qui va les soutenir. Ils peuvent se sentir en sécurité avec d'autres personnes qui sont les mêmes. Ils ne se sentent pas seuls, qu'ils ne sont pas le même. Quand je dis que je suis un papy, je dis, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens. Tu probablement connais le papy, tu ne sais même pas. Oui, c'est clair. Mais justement, là, on parle des communautés, mais en soi, l'engagement, choisir d'être engagé, choisir de témoigner comme tu fais, ça te porte aussi à l'extérieur, à l'externe de ta communauté. Notamment, tu es en train de faire un témoignage à l'antenne dans une émission Vivre avec les VIH. Est-ce que tu fais ça aussi dans d'autres situations? Tu as témoigné de la vie avec les VIH avec des publics différents qui ne faisaient pas partie de la communauté? Oui, en effet, c'était avec le comité de famille ailleurs. Avec le comité de famille d'ailleurs. Et oui, j'ai fait une intervention dans une école francilienne. Non, c'était un lycée. Non, c'était collège. Moi, je ne comprends pas. C'était jeune, ils étaient jeunes du coup. C'était 15 ans, les ados quoi. Oui. Mais c'est difficile pour moi parce que lycée, collège, école. Ah oui, en anglais. High school. Laissons tomber, moi non plus, je comprends rien. I went to a high school. It was Ouais. very good. Et en fait, j'ai parlé avec eux et ils me demandaient quelques questions sur ma vie en tant que séropositive. J'ai déjà fait quelques conférences ici et là, en Angleterre, pour parler avec les gens qui viennent d'être diagnostiqués avec le VIH. Qu'est-ce que c'est la vie? Il faut pas avoir peur, ou la honte, des choses comme ça. Et si vous avez ces sentiments, ils vont disperser, ils vont partir. Donc j'ai parlé ouvertement dans la communauté, dans les institutions de la République. Et j'ai hâte de refaire ça. Dans quelques jours, je vais refaire une intervention avec le comité des familles. Avec le comité de Tout à famille. fait. Donc je pense que c'est important de parler de ça dans une manière normale, parce que c'est normal. Et tu parles aussi des fétichismes dans ces occasions? Non,
Je trouve que c'est important d'avoir deux... Avec le masque de papier, j'ai beaucoup de visages. J'ai un visage professionnel, j'ai un visage politique, j'ai un visage social. Je trouve que c'est important de savoir où c'est approprié de mentionner certaines choses. Par exemple, je ne vais pas le cacher, moi je suis quelqu'un qui fait des pornographies. Moi je suis une acteur ex. Je ne vais pas parler de ça dans une... ça n'a rien à voir avec le VIH. Mais par exemple, le fait que je fais ça sur l'Internet, et je fais ça fièrement, et j'ai déjà fait un peu de sensibilisation autour de ces sujets aussi, ce n'est pas juste les vidéos, c'est plutôt les Canva aussi. Je trouve que je n'ai pas peur de parler de la politique. Si je vais montrer des choses intimes sur l'Internet, pourquoi j'aurais peur de parler de la Palestine ? Tu vois ? Oui. Donc, je trouve que il faut savoir quand c'est approprié d'aborder certaines choses, si c'est vers le coup. Et également, si vous êtes informé. Donc, moi, je suis informé sur les questions de la Palestine pendant des années dans le milieu académique. Je suis un homme juif. Mon père, il est un citoyen israélien. Donc, en vrai, d'une certaine façon, moi, j'ai un peu de connaissance dessus. Mais si je n'ai pas connaissance de quelque chose, je ne vais pas en parler. Et moi, j'ai une connaissance de l'VIH. Qu'est-ce que c'est de vivre avec ça. Et je trouve que après, je fais cette intervention il y a quelques semaines ou un mois. Il y avait un garçon qui est venu vers moi après la séance. Il m'a dit, mon oncle est séropositif et j'avais toujours peur de le toucher et maintenant j'ai pas de peur. Donc merci monsieur. Et ça me rend ému parce qu'en fait, ça c'est le changement qu'on fait dans notre société avec notre expérience. Je peux donner mon expérience, je peux utiliser peut-être une, entre guillemets, mauvaise expérience il y a 9 ans et je peux changer petit à petit les attitudes, les idées et les perceptions de les gens séropositifs. Je suis chanceux. Je suis très chanceux. Oui, et enfin, effectivement, je te rejoins là-dessus, Bailey. Nous, effectivement, quand on fait des interventions avec le comité des familles, c'est dans le cadre d'un projet bien défini, où effectivement, il s'agit de faire de la sensibilisation, de la prévention sur le VIH. Et donc, voilà, on va reposer les choses, questionner les jeunes sur ce qu'ils savent, déconstruire peut-être des stéréotypes, des idées reçues, et ensuite laisser la place aux personnes qui vont pouvoir témoigner, partager leur expérience de vie. Mais effectivement, on parle là uniquement du VIH, de quel impact ça a pu avoir sur la vie des personnes, comment elles le vivent aujourd'hui, déstigmatiser en fait, lutter contre la sérophobie et porter un message de prévention pour continuer de prendre soin de sa santé sexuelle. Et pour revenir au podcast, Vincent, est-ce que maintenant tu en es à quoi le projet? Est-ce que tu continues à travailler avec Bailey sur ces podcasts? Tu as continué d'un autre sens? Par rapport à Be My Fetish, donc avec Bailey, on a fait un enregistrement qui est découpé en 2 épisodes. Il y a aujourd'hui une vingtaine d'épisodes qui ont été publiés. Et en fait, rapidement, ce qui s'est passé, c'est que fin 2023, le compte Instagram de Be My Fetish a lui aussi été suspendu. Donc ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que ça commençait à pas mal se développer dans le sens où fin 2023 j'ai été invité par des associations donc Consentis, une association qui fait aussi de la prévention et de la réduction des facteurs d'exposition, notamment dans le milieu festif, qui m'a invité à faire des articles sur le consentement dans le milieu fétichiste, à faire un interview sur le consentement aussi. Voilà, j'ai réalisé d'autres enregistrements avec d'autres personnes sur ces questions-là. Et avec Bailey et puis avec d'autres personnes de la communauté, on a notamment porté un projet d'une cagnotte, en fait, où on a réalisé une vidéo
dans laquelle, en fait, différentes personnes de la communauté, donc des personnes qui, comme Bailey, étaient des misters, en fait, donc avaient été élues pour soit la communauté des puppies, la communauté des hommes qui aiment le cuir, etc., etc., et aussi des drag queens, qui, du coup, en fait, chaque personne disait une phrase par rapport au VIH, par rapport à des idées reçues, par rapport à la PrEP, le TPE, etc. Et disait aussi du coup que voilà, c'était la communauté fétichiste justement, qui, en tout cas une partie du coup de la communauté fétichiste, qui dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, s'unissait et invitait les personnes qui avaient envie de faire un don pour SIDAction. Donc voilà, c'est un projet qu'on a apporté fin 2023 qui a permis de récolter et de verser à SIDAction plusieurs milliers d'euros. Donc on était très contentes et contents. On a remercié les personnes qui ont participé. Mais malheureusement, moi, dans la foulée, le compte Instagram a été suspendu parce que, comme je disais, voilà, ce sont des sujets, et puis on le voit encore aujourd'hui sur d'autres sujets, notamment politiques, puis même de santé sexuelle, où les créatrices et les créateurs, les associations aussi, voient leur travail censuré, voire les comptes Instagram suspendus. Donc moi, du coup, c'est quelque chose qui est entre guillemets en pause, même si je continue voilà, régulièrement de travailler sur certains sujets avec Bailey. Et voilà, le Be My Fetish est toujours disponible sur les plateformes d'écoute. Moi, je compte continuer de travailler là-dessus. C'est aussi le sujet de mon mémoire de fin d'études, parce que même si je suis déjà psychosexologue, je suis encore en études, je les termine bientôt, et donc ce sera mon sujet de mémoire, et je compte continuer de poursuivre mon travail sur Be My Fetish pour en fait continuer à faire de la prévention, pour continuer à rassurer les personnes, comme ce que fait Bailey, en fait. Dire que voilà, c'est pas parce que les personnes ont tel ou tel fétichisme qu'elles sont bizarres, elles sont pas toutes seules. Donner des conseils, en fait, en termes de sécurité. Inviter aussi des professionnels, des sexologues, des psychologues. J'ai aussi travaillé avec des personnes qui ont réalisé des documentaires sur le sujet. Donc voilà, c'est... Moi, je trouve que c'est incroyable d'une certaine façon que, avec tout le travail que Vincent a fait sur cette podcast, c'est toujours là, évidemment, sur les plateformes de streaming. Mais un compte Instagram qui les construit, pas évidemment à partir de rien, mais c'était vraiment plein de contenus très intéressants, des petits reels de chaque épisode, que pourrait être supprimé dans une clic par Instagram. Moi, j'ai quelques milliers d'abonnés et c'est très intéressant. Si je perds mon compte Instagram, je perds une certaine partie de ma légitimité, mais également mes projets que j'ai faits sur Instagram, mes connexions, mes contacts. Donc, j'avoue que c'est un peu stressant de faire l'activisme que je fais, et également comme Vincent, parce que ça peut être supprimé très facilement. Oui. Donc, moi, j'ai fait gaffe, évidemment, mais je trouve qu'il y a un algorithme contre nous et contre une certaine partie de la discussion sur les politiques, le fascisme, fétiche. Ouais, c'est chaud. Hein. Absolument, c'est risqué. Mais pour finir sur quelque chose d'un peu de positif, c'est quoi en ce moment pour vous deux, les deux, le kiff que vous avez en ce moment? Sur quoi vous aimez travailler, ou vous voyez projeter dans le futur, si c'est dans l'engagement politique, si c'est dans la création d'autres structures de santé sexuelle, j'en sais rien. Moi, je vais dire une chose sur un projet que j'ai travaillé dessus. J'ai sorti Alors, je vais parler d'un projet que je viens... Sur lequel tu es en train de travailler? Ouais, je vais parler sur un projet que je suis en train de développer. Ça fait quelques mois que je travaille dessus. J'ai sorti une petite section de les guides que je vais parler. C'est un guide de consentement franco-anglais qui fait partie d'une guide de conversation fétichiste anglais-français qui s'appelle Kinky Keywords. Ça va être gratuit pour tout le monde.
Ça va parler de le BDSM, ça va parler de la santé sexuelle, sur le consentement, sur le sexe, sur l'intensité du sexe, le côté social, draguer quelqu'un, par exemple. Ça va avoir... Il y a une section même dédiée au verlan, complètement traduit pour un anglophone. Il y a une section également sur le grammaire français, juste un petit peu pour... Et c'est idéalement, c'est pour les Français qui seront dans un pays anglophone, ou un événement anglophone. Il y a pas mal d'événements en Allemagne, en Belgique, en Amérique, en Angleterre, où les Français ils ont un peu de problème parce que le niveau d'anglais, parfois, c'est une autre barrière. Et c'est également pour les gens qui veulent venir en France ou dans un pays de la francophonie et qui veulent communiquer avec les gens. Et c'est des phrases que vous allez trouver nulle part parce que c'est la connaissance intime de la communauté. Et c'est quelque chose d'important. Moi, je viens d'Angleterre, évidemment, et je parle beaucoup de langues. Et donc, je trouve que la langue, c'est un pouvoir et c'est une façon de communiquer, de s'émanciper et emanciper ourselves, mais également de donner un pouvoir. Si vous connaissez comment communiquer, vous avez juste plus de pouvoir de parler avec les gens, je sais pas. Savoir utiliser les bons mots. Exactement, justement. c'est ironique parce que maintenant je trouve pas mes mots. Mais en tout cas, le guide va être disponible probablement été cette année. J'ai presque fini, mais j'ai besoin de faire le petit modification ici là. Donc, Tu peux revenir en parler à nouveau à l'antenne quand il va sortir. oui, bien sûr, avec plaisir. Kinky Keywords, voilà. C'est intéressant, merci beaucoup. Et Vincent? Et moi, actuellement, ça va surtout être de travailler sur mon mémoire de recherche pour la fin de mes études. Donc, comme je le disais, qui portera sur les fétichismes, les kinks, etc. Qu'est-ce que c'est et notamment travailler sur la question donc, de la santé mentale des personnes qui ont ces pratiques. Est-ce qu'elles rencontrent des difficultés ou pas? Et déconstruire des stéréotypes, notamment comme le fait qu'on pense que justement ces personnes vont avoir besoin d'en parler ou se sentir mal par rapport à ça. À travers moi le travail que je fais avec le podcast, on se rend compte que non, il y a des personnes qui vivent très bien et pour lesquelles c'est pas une question, mais voilà, ça peut en poser d'autres. Donc en fait, travailler sur la question de la santé mentale des personnes de manière générale, la difficulté aussi que ça peut être, parce que parfois les personnes se sentent stigmatisés et n'osent pas forcément en parler à leur psychologue, à leur médecin ou autre. Il y a des études déjà sur ce sujet qui montrent qu'en fait, les personnes fétichistes vont avoir des difficultés pour voilà, aborder certains sujets avec les professionnels de santé. Et l'autre aspect, ce sera justement pour les professionnels de santé. Est-ce qu'ils sont formés sur ces sujets? Est-ce qu'ils sont sensibilisés? Comment est-ce qu'on peut les former, les accompagner pour que voilà, après ils puissent répondre au mieux aux besoins des personnes, les accompagner au mieux? Et quelque chose d'assez réjouissant, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Christina, c'est que à travers ces recherches, je découvre qu'il existe plein de choses, notamment voilà, des organisations qui travaillent sur les sexualités alternatives et la santé des personnes, donc notamment sur le fétichisme, et voilà, qui travaillent sur tout un tas de projets. Donc là, tout à l'heure, j'évoquais la question de communauté, de santé sexuelle, de santé mentale au sein de la communauté fétichiste. Ce genre de structure travaille sur ces projets. Alors c'est en anglais, mais voilà, on voit que c'est un sujet en fait de recherche qui intéresse de plus en plus, et voilà, où du coup ça peut apporter des réponses et puis nourrir les questionnements sur ces pratiques. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, toi aussi, tu pourrais revenir nous parler de ton mémoire. Oui, peut-être. Hein? C'est possible. Je vous remercie beaucoup, 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 Vincent. Merci, Bélé. Merci beaucoup de votre participation à l'antenne de Vivre avec les VIH. Restez avec nous, on va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite après.
que yo content. Moi quand m'était comme à payer la divinité, pour y accorder moi compter droit pour toute la journée. C'est le bagaille qui a fait moins plaisir, c'est le moins en bon qui chérie. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bon seulement le mourir. C'est le bagaille qui a fait moins plaisir, c'est le moins en bon qui chérie. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bon seulement le mourir. C'est le bagaille qui a fait moins plaisir, c'est les moins en bas qui chérit. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bas seulement le mourir. C'est le bagaille qui a fait moins plaisir, c'est les moins en bas qui chérit. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bas seulement le mourir. Et c'est le moment des annonces du cœur. Alors, vous le savez, les annonces du cœur, vous trouvez sur notre site internet l'anglais annonce. Il faut s'inscrire avec une adresse mail valable. Vous écrivez votre première annonce et mettons le plus possible des détails sur vous, de ce que vous cherchez, votre préférence, votre envie, vos désirs. Et nous validerons ce première annonce s'il est dans le respect des personnes qui écrivent sur les sites internet. Ensuite, vous pouvez échanger de manière privée entre vous. Comme d'habitude, je vous lis quelques derniers messages apparus sur notre site. Bonjour à tous, je suis mère black célibataire de 2 garçons, 47 ans, ronde, 87 kilos. Je suis à la recherche de quelqu'un de simple, de stable, qui aime la vie. Pour une relation sérieuse, uniquement black, 45 ans ou plus. S'il vous plaît, ne m'envoie pas des photos nudes sans que j'ai demandé. Je demande le minimum de respect, comme je l'ai pour tout le monde. Pour ceux qui m'ont sollicité dans le passé, pas la peine de me recontacter. Je suis chrétienne, donc pas des musulmans. Pour moi, merci et bonne chance à tous. Et encore, je suis africaine d'origine de la Côte d'Ivoire. Je recherche moitié pour une relation sérieuse basée sur la confiance et le respect. Et je ne veux pas des gigolos. J'ai un enfant qui est grand. Je ne fume pas. Je bois occasionnellement. Je fais 1m70 et 65 kg. J'aime les voyages, les sortir au restaurant, ou faire les magasins, voir un homme qui sait ce qu'il veut, aussi faire des projets ensemble. Pourquoi pas, une relation pourrait aboutir au mariage.
Bonjour, je suis un jeune homme malien vivant en région parisienne. Je cherche idéalement à m'épouser, à me faire de nouvelles connaissances. J'ai 31 ans, indétectable, avec un boulot stable dans la restauration. Femme calme, simple, travailleuse qui prend soin de sa santé, recherche homme camerounais pour relations sérieuses. Et je termine avec un dernier message. Je serai enchantée de te lire, mademoiselle. Jeune homme de 53 ans d'origine africaine. Je vis et travaille en région parisienne. Je suis prêt pour une relation sérieuse avec ou sans enfant. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de vous lire notre habituelle revue des presses. Aujourd'hui, j'avais préparé des infos sur une hormone anti-obésité efficace contre les VIH, d'une nouvelle stratégie de prévention pour protéger les nourrissons du VIH. Mais je vous renvoie sur notre site internet pour retrouver ces infos. En tout cas, merci d'être été à l'écoute. Si vous avez envie de récupérer le podcast pour écouter notre témoignage de tout à l'heure sur le fétichisme, l'antifascisme et les VIH, rendez-vous sur notre site comitédesfamilles.net. À très bientôt. Au revoir.